Bonjour, nous continuons notre cours sur la toute dernière partie de l'année, partie qui va parler de l'évolution comme grille de lecture du monde. Autrement dit, comment notre connaissance des phénomènes évolutifs permet de comprendre la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et pour ça, nous allons voir un exemple très précis, on va voir l'œil. On va voir que l'œil est un produit de l'évolution, comme n'importe quelle structure, mais que dans le cas précis, ça peut se voir clairement et on peut comprendre les choses. Alors, l'œil, hein, je n'ai pas besoin de vous dire, c'est l'organe qui sert à la vision chez l'humain, et c'est un organe qui est complexe. Il est complexe, mais on ne va pas voir, nous, toutes les parties de l'œil, hein, hors de question de voir tous les principes. L'œil, il y a une partie qui se voit à l'extérieur, qui est là, mais vous savez qu'il y a à l'intérieur. Et si vous avez du noir ici au centre de la pupille, c'est parce que ce noir qui est là donne en fait sur une cavité, quelque chose qui est creux et qui n'est pas éclairé, donc il apparaît noir. Qu'est-ce qui n'est pas éclairé? Si je prends un œil et que je le représente en coupe, comme ceci, donc vous avez l'extérieur qui est ici et l'intérieur qui est là. Vous auriez la peau qui va ici, avec les paupières de chaque côté. Et cette partie-là, c'est l'œil. Vous avez une partie transparente qui est ici, qui mène jusqu'à cette partie-là où vous avez l'iris et la pupille, par où passe la lumière. Lorsqu'elle passe dans la pupille, la lumière va passer dans cette structure-là, qui est une structure cristalline. C'est un petit morceau de pierre, une pierre qui est fabriquée par l'organisme, qui s'appelle le cristallin. Ce cristallin est transparent, permet à la lumière de passer, mais en utilisant les propriétés optiques du cristallin, qui fonctionnent comme des lentilles d'une lunette, on va pouvoir faire en sorte que les rayons de la lumière arrivent pile sur cette partie-là, qu'on appelle la rétine. Et c'est cette partie-là qui va être importante. C'est la rétine qui va réagir à la lumière. La vision, comprenez bien, c'est la capacité de corps de réagir à la lumière. Cette réaction, elle se fait au niveau de la rétine. Les cellules de la rétine possèdent chez l'humain des molécules particulières qu'on appelle des opsines. Alors chez l'humain, il y a 3 opsines différentes. Chez la plupart des animaux, il y en a une ou deux. Il y a que quelques animaux qui en ont 3, et ces quelques animaux qui en ont 3 sont des primates. Donc il se trouve que nous faisons partie des privilégiés à avoir 3 opsines. Chaque opsine va être sensible à une couleur. On a une qui est sensible au bleu, une au vert, une au rouge. Qu'est-ce que ça veut dire être sensible à? C'est-à-dire que lorsque va arriver de la lumière qui a la longueur d'onde qui correspond au bleu, mon opsine ici va se modifier légèrement. Celle-ci va se modifier quand arrive la longueur d'onde sensible au vert, et celle-ci va se modifier quand arrive la longueur d'onde sensible au rouge. En combinant ces 3 couleurs, je vais pouvoir reformer toutes les couleurs. Mais quand vous dites que ça va se modifier, et que ça va avoir une réaction, quelle va être cette réaction? C'est un peu le problème. Là, pour comprendre ça, il faut bien se rappeler que dans une cellule, vous avez une membrane qui sépare l'intérieur de la cellule de l'extérieur de la cellule. Or, l'intérieur de la cellule, il y a un liquide. L'extérieur de la cellule, il y a un liquide. L'intérieur, hein, c'est le cytoplasme, vous le savez. L'extérieur, c'est le milieu extracellulaire. Si je place des électrodes, une dans le cytoplasme, une dans le milieu extracellulaire, je m'aperçois que j'ai une tension, une polarisation, on appelle ça au cours de la membrane, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même nombre de charges négatives d'un côté et de l'autre. Mes opsines, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh ben, elles vont faire que cette polarisation va légèrement s'infléchir. C'est-à-dire que l'on va diminuer la différence de polarité entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Si j'ai assez de lumière, je vais avoir beaucoup d'opsines qui vont réagir. Du coup, je vais changer beaucoup la polarité de ma membrane, jusqu'au point où je vais la dépolariser. Et là, lorsque je la dépolarise, je crée un petit courant électrique. Alors c'est un courant électrique, hein, vous voyez, qui ne va pas durer longtemps, qui dure 1 milliseconde. Ceux qui ont fait la spécialité SVT reconnaissent un potentiel d'action. Pour les autres, c'est simplement un petit courant électrique qui se propage sur la membrane. Autrement dit, quand la lumière arrive sur la rétine, une molécule, l'opsine, réagit, provoque une dépolarisation, et s'il y a suffisamment de dépolarisation, ça provoque un petit courant électrique. Et ce petit courant électrique, par le nerf, arrive jusqu'au cerveau. Et c'est comme ça que nous voyons. Donc l'œil est un organe dont le but est de capter la lumière et de créer un message nerveux en réaction. Pour cela, il comporte une rétine, dont les cellules contiennent des opsines. Les opsines sont des molécules qui réagissent à la lumière, provoquant une dépolarisation.
Si cette dépolarisation est suffisante, elle engendre un courant électrique, le message nerveux. Et après, le cerveau, lui, va analyser ce message nerveux, comprendre qu'il y a des couleurs, qu'il y a des images, et après l'interpréter pour pouvoir lire un texte, pour reconnaître quelqu'un, etc. Mais ça, c'est le travail du cerveau. Le travail de l'œil est déjà terminé. Le travail de l'œil, c'est juste de transporter un message nerveux lorsqu'il y a la lumière. Ce principe-là, qui existe chez l'humain, eh ben, il va exister chez plein d'êtres vivants. Beaucoup d'êtres vivants, enfin beaucoup d'animaux, pour être précis. Beaucoup d'animaux. Alors, parfois des animaux chez qui on ne voit pas un œil. L'exemple, ça va être, hop, excusez-moi, l'exemple va être les méduses. Alors les méduses sont des animaux chez qui on ne voit pas l'œil. Il n'est pas visible à l'extérieur, hein, c'est pas une structure clairement identifiée qu'on peut distinguer, mais il n'empêche que les méduses ont des yeux. On l'a su parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de méduses se dirigeaient vers une source de lumière. Vous voyez ici des méduses, on a installé des sources de lumière artificielles, ici les méduses sont phosphorescentes, et on s'aperçoit que beaucoup de méduses viennent vers sa source de lumière. Si j'installais la source de lumière sur la droite, on verrait qu'il y a beaucoup de méduses qui se dirigent vers la droite. Autrement dit, les méduses ont un moyen de recevoir la lumière, savoir d'où vient la lumière. Et ce moyen sont des yeux. Alors, c'est pas du tout des yeux comme on a nous, ce sont juste des petites parties sous la peau où vous avez un petit peu de rétine. Et ce petit peu de rétine, par endroit, va envoyer un message électrique à chaque fois qu'il y a un courant. Et ça suffit pour que la méduse sache d'où vient la lumière. Donc vous avez des yeux très simples, les plus simples possibles qu'on retrouve chez les méduses, qu'on va retrouver chez certains vers également. Ce sont simplement des petits morceaux de rétine sous la peau qui envoient un message. Ça existe. C'est efficace. Ça ne permet pas de voir des images comme nous, mais ça permet de savoir d'où vient la lumière. Donc il y a très nombreux yeux différents dans mon animal. Les plus simples qu'on retrouve chez certains vers et chez les méduses sont de simples rétines accolées à une peau fine. Bien, ça c'est les yeux les plus simples. Mais les yeux, il y en a plein d'autres, des différents. Vous le savez bien. L'un des exemples d'animaux avec une vue assez poussée et assez efficace, c'est le poulpe. Le poulpe et la pieuvre, qui ont des yeux, qui sont ici, qui sont très efficaces pour repérer à la fois les prédateurs et les proies dans l'eau. Alors, c'est assez compliqué de se repérer dans l'eau, de bien voir dans l'eau, parce que dans l'eau, vous pouvez avoir quelque chose qui vient de toutes les directions et qui peut être à n'importe quelle distance. Vous avez un besoin indispensable quand vous êtes dans l'eau de voir en 3 dimensions pour bien vous repérer. Les pieuvres y arrivent très bien. Comment elles font? Eh ben, elles ont un œil qui ressemble un peu au nôtre. C'est pas tout à fait la même chose que l'autre, mais il ressemble un petit peu. Il a une structure que nous avons aussi, qui est un cristallin. Vous en parlez avant, le cristallin, ce petit morceau de cristal créé par l'œil, qui peut se déformer, qui fonctionne comme la lentille d'une lunette ou la lentille d'une loupe, et qui va faire en sorte que les rayons arrivent pile sur la rétine. En modifiant la forme du cristallin, je peux faire en sorte que ce soit des rayons qui viennent d'un objet plus ou moins loin. Autrement dit, je peux mettre au point, comme quand vous mettez au point sur un ordinateur, pardon, sur un appareil photo, ou sur une caméra. Et en mettant au point l'image, eh ben, vous pouvez voir des choses qui sont devant, puis en mettant au point différemment, des choses qui sont derrière. Vous allez donc avoir une idée de la profondeur, une idée en 3 dimensions de la vision. Alors, ce n'est pas une vision en 3 dimensions efficace comme nous l'avons. Nous avons une vision excellente, nous humains, et nous pouvons voir en 3 dimensions de manière très précise parce que nos 2 yeux regardent en face. Mais ça, c'est autre chose. Mais la pieuvre arrive quand même à voir ceci grâce à son cristallin. Alors, il n'y a pas que la pieuvre qui a un cristallin, mais vous voyez que déjà, on a amélioré le modèle d'œil en y ajoutant un cristallin, en y ajoutant du coup de l'espace entre le cristallin et la rétine. Si on mettait la rétine juste à côté du cristallin, ça ne servirait à rien. Et on va du coup pouvoir voir en 3 dimensions. C'est le cas chez les pieuvres, chez d'autres. Donc chez beaucoup d'autres espèces, l'œil contient également un cristallin. Ce morceau de cristal permet d'accommoder la vision et donc de voir en profondeur. Parfois, vous avez même des versions beaucoup plus sophistiquées encore des yeux. Par exemple, si je prends cette libellule. Vous avez ici ces 2 grosses masses qui sont des yeux et qui sont constituées de plein de petites boules qu'on appelle des ocelles, qui sont des petits yeux, si je veux simplifier. Vous avez donc ici des yeux composés
qui sont constitués de centaines, de dizaines, voire de milliers d'yeux simples. Donc chaque œil a son cristallin, a sa rétine, et il y en a plein de différents. C'est un système qui permet de voir un peu partout autour, donc qui est très pratique pour des animaux comme les insectes qui volent et qui ont besoin du coup de voir en 3 dimensions, devant, derrière, sur les côtés, etc. Par contre, ce n'est pas du tout efficace pour voir les reliefs. Enfin, c'est très peu efficace pour voir les reliefs. Et c'est peu efficace pour voir à longue distance. Donc ce n'est pas efficace pour être des prédateurs de longue distance, comme peuvent l'être par exemple les humains ou les aigles. Mais donc ce sont des yeux composés, un autre type d'œil, sophistiqué, beaucoup plus complexe que les premiers yeux dont on a parlé. Donc certaines espèces, les yeux sont composés. Chaque œil contient de nombreux ocelles, l'ocelle étant la structure de base de l'œil. Donc nous avons des yeux très simples, des yeux avec des cristallins, des yeux composés. On peut avoir des yeux qui ont d'autres caractéristiques, hein. Chez nous, je vous ai dit par exemple, nous avons 3 opsines, alors que chez la plupart des animaux, il n'y a que 1 ou 2 opsines. On peut avoir des yeux qui regardent vers l'avant, comme chez nous, etc. Bref, on va avoir plein de types d'yeux différents. Le point important et fondamental, c'est qu'on ne va pas trouver n'importe quelle structure d'œil chez n'importe quel être vivant. On va avoir des êtres vivants qui ont un proche parent qui vont avoir le même type d'yeux. Par exemple, cette libellule a des yeux composés avec des milliers d'ocelles. Tous les insectes, absolument tous, ont des yeux composés. Alors ici, c'est chez une fourmi, vous voyez, on a les yeux composés que l'on voit ici. C'est une petite fourmi, hein, toute petite, donc on a regardé au microscope pour bien voir les détails de sa tête, et elle a quand même des yeux composés. Et si je regardais la forme ici de ces yeux composés, vous voyez, c'est pas la même forme que les libellules. Toutes les libellules vont avoir à peu près la même forme d'yeux, toutes les fourmis vont avoir à peu près la même forme d'yeux, etc. D'autres groupes se ressemblent, par exemple, chez tous les vertébrés, donc tous les êtres vivants qui ont un squelette interne. L'humain en fait partie, l'aigle en fait partie, je pourrais citer la tortue, le crocodile, etc. Des poissons, des lézards, des mammifères, etc. Et bien chez tous, vous avez un œil simple avec un cristallin, une rétine et une rétine avec une chambre caractéristique, une forme de chambre caractéristique. Bref, il y a un type d'œil spécifique des vertébrés. Et tous les vertébrés vont avoir ce type d'œil. Même les vertébrés qui ont perdu la vision, ou qui n'ont quasiment pas plus de vision, ont quand même des yeux qui ont cette structure-là. Je vais pouvoir faire ça, la même chose, les yeux des pieuvres, vous dites qu'ils étaient un petit peu différents des yeux des humains, ben, je vais les retrouver chez toute la famille du pieuvre, chez les seiches, chez les poulpes, etc. etc. Donc, par groupe, vous allez avoir des structures d'yeux similaires. Hein, chez les méduses, vous avez des choses très simples. Chez les pieuvres, vous avez des choses avec des cristallins. Vous voyez, toutes tous ces animaux-là ont des yeux avec des cristallins. Ici, le cristallin est collé aux opsines, vous dites on voit pas en profondeur. Là, ce n'est pas collé, on voit en profondeur. Tous les insectes ont des yeux composés, tous les vertébrés ont des yeux avec une structure particulière, etc. etc. Donc, cela signifie probablement que ces structures sont héritées de l'évolution. Que les éponges qui n'avaient pas d'yeux ont évolué dans leur sens, mais par contre que cette branche-là, cet ancêtre-là, lui a développé un œil, et tous ses descendants ont un œil. Puis, cet ancêtre-là avait le cristallin collé à la rétine, etc., vous voyez pas très bien. Ici, on a développé un cristallin qui peut se modifier, et avec une chambre. Puis, cette partie-là avait un cristallin avec une seule chambre, ici. Donc, enfin, un cristallin, cette structure-là, peu importe, qu'on retrouve chez tous les vertébrés. Celui-là avait une autre structure. L'ancêtre de tous les insectes avait des yeux composés, on retrouve chez tous les insectes, etc. Cette organisation de l'œil spécifique va nous permettre après de comprendre comment fonctionne l'évolution. Donc les caractéristiques de l'œil, un cristallin, la nature des opsines, les yeux composés, etc. sont répartis par taxon. Par exemple, tous les insectes ont des yeux composés, tous les vertébrés ont des cristallins uniques, tous les primates ont 3 opsines, etc. Cette répartition suggère que la structure de l'œil reflète l'histoire évolutive des animaux. Mais comment ça a marché? Pour comprendre ça, pour prendre un exemple, on va prendre
le premier ancêtre des primates. Vous aviez un groupe, avant, que c'était un groupe de mammifères qui avait un œil avec uniquement 2 opsies. Donc ils ne voyaient que 2 couleurs. Bien. Un jour, totalement au hasard, apparaît l'un de ces animaux qui a subi une mutation et avec ses gènes, il développe une 3e opsie. Comme il développe une 3e opsine, lui tout seul, eh ben, il voit mieux que ses copains. Un petit peu mieux. Comme il voit mieux que ses copains, il repère plus facilement la nourriture, il voit plus facilement les prédateurs, etc. Il va vivre plus longtemps. S'il vit plus longtemps, il va se reproduire plus que ses congénères. À ce moment-là, dans la génération suivante, j'aurai plus d'animaux avec 3 opsines. Puis, ces animaux avec 3 opsines se reproduisent même plus. La génération suivante, j'en ai encore plus, etc., 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 jusqu'à ce que dans cette génération-là, enfin dans cette population-là, on ait à une certaine génération plus que des personnes qui ont 3 opsines. Parce que ça a été sélectionné par la sélection naturelle positivement, parce que ça donnait un avantage. Et cette population-là va donner après, par spéciation, tous les primates. Du coup, tous les primates ont hérité des gènes qui donnent 3 opsines. À côté, il n'y a pas eu cette mutation liée au hasard, et donc, par exemple, les éléphants, avec leurs ancêtres, n'ont pas développé 3 opsines. Mais c'est le hasard qui a créé au départ, et par sélection naturelle, ça va être sélectionné. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais si c'est totalement au hasard, ça peut aussi donner des trucs aberrants, des trucs qui ne facilitent pas. Par exemple, perdre une opsine. Et bien totalement. Vous avez très bien pu avoir un moment une mutation qui a créé un individu qui n'a plus qu'une opsine. Oui, mais comme cet individu, il voit un petit peu moins bien, il se reproduit moins. Donc à la génération suivante, il aura moins de descendants que ses copains, etc. de génération en génération, jusqu'au moment où ça va disparaître et où on n'aura plus le gène, l'allèle qui donne une seule opsine. Autrement dit, on va avoir une sélection naturelle négative. Donc vous avez des choses qui apparaissent au hasard. Certaines donnent un avantage à la reproduction. Elles sont sélectionnées positivement, et on va les retrouver par la suite. Certaines donnent un désavantage à la reproduction et vont être sélectionnées négativement. Et donc, elles vont disparaître. Donc, la structure actuelle des animaux permet de décrire des mécanismes évolutifs. Suite à une mutation ou un changement, alors un changement épigénétique, c'est un changement qui n'est pas lié à la génétique, ça peut aussi arriver. Un nouveau caractère transmissible apparaît. Ce caractère se répand dans la population, ce qui augmente la variété de la population. Si le caractère entraîne un handicap pour la reproduction, il est sélectionné négativement et disparaît au fil des temps. Si le caractère entraîne un avantage pour la reproduction, il est sélectionné positivement, il se répandra à la population. Ce caractère peut même devenir le seul caractère de la population. Un point dont on n'a pas parlé à l'heure actuelle, c'est le fait que si un avantage évolutif correspond à une réponse à l'environnement, c'est-à-dire, par exemple, une 3e opsine qui correspond au fait que si on arrive mieux à distinguer les prédateurs, on les voit mieux. Prédateurs, ça veut pas dire l'environnement. Si c'est un avantage évolutif, sélectionné positivement, on va parler d'adaptation. Et puisque ces adaptations sont gardées par la sélection naturelle, les variations successives ont tendance à renforcer l'adaptation. C'est-à-dire que si on a une adaptation que l'on voit, par exemple une position des doigts qui permet de monter aux arbres, qu'on a chez les primates, chez les singes, comme c'est quelque chose qui nous aide, qui aide à se reproduire et donc qui est un avantage évolutif pour répondre au milieu, on va développer de plus en plus les doigts, les muscles des doigts, etc. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons par exemple des mains avec des pouces qui nous sont très utiles, parce que c'était une adaptation au mode de vie arboricole, donc dans les arbres, de nos primates. Et nous l'avons gardé. Alors, ça, c'est vraiment très clair, très visible chez l'œil. L'œil est une réponse à l'environnement, puisque ça permet de percevoir l'environnement. Pour les méduses, percevoir l'environnement, c'est percevoir d'où vient la lumière pour pouvoir nager vers la lumière et pour pouvoir après se reproduire plus facilement. Vous le savez peut-être, mais les méduses en fait ne sont là que pour se reproduire. Ce sont les formes des coraux qui sont là pour se reproduire et former des nouveaux coraux. Donc, pour les méduses, on avait une adaptation
lié ici à quelque chose qui émet la lumière. Pour les pieuvres qui chassent, l'œil correspond à une adaptation qui fait cela, qui est une adaptation qui n'est pas la même que chez les vertébrés parce que c'est plus adapté à l'eau, typiquement. Dans les vertébrés, les poissons n'ont pas le même œil que les vertébrés terrestres parce qu'ils ont chacun quelque chose qui est mieux adapté. Les insectes, j'ai dit, leurs yeux composés correspondent également à l'adaptation au monde qui est autour parce qu'ils ont besoin de voir dans toutes les directions, pas forcément très loin, mais dans toutes les directions. Dans le cas de l'œil, chaque structure, le cristallin, l'œil composé, les trois opsines, et je pourrais encore en plein d'autres, correspond à un avantage évolutif, c'est-à-dire de survie et donc de reproduction. Et à sélectionner indépendamment de chaque lignée. Chaque lignée sélectionne des choses différentes parce qu'ils vivent de manière différente. Donc ça, c'est principe pour une adaptation. Ce que l'on va voir la semaine prochaine, c'est que ces adaptations, c'est pas forcément la règle, loin de là. Et que l'évolution va aussi garder plein de choses qui ne sont absolument pas adaptées et qui présentent même des désavantages. La sélection naturelle a tendance à faire disparaître les avantages, sauf si elle ne peut pas les faire disparaître. Et on verra ça la semaine prochaine. Pour l'instant, recopiez le cours, apprenez-le, et on se retrouve la semaine prochaine.